Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Abidjan abrite depuis hier, lundi 3 avril, la 14e conférence des présidents d'Assemblée et de section Afrique de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. Plusieurs pays francophones prennent part à ce rendez-vous interparlementaire et planchent sur la paix, la sécurité, l'environnement et le développement. Le gouvernement est solidaire des populations du village de Zokolilié dans la sous-préfecture de Lakota. La forte pluie suivie de vents violents a causé des dégâts. Les familles sinistrées ont reçu la visite de la ministre Miss Belmondo Dogo. L'émissaire du gouvernement leur a fait des dons d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA. Le dossier EcoPlus de ce 20h fait une lucarne sur la pisciculture. Nous irons dans le Haut-Sassandra où les acteurs s'attellent à relever le défi de la productivité. La région abrite de nombreuses associations de pisciculture, mais elles font face aux difficultés d'accès aux intrants de qualité. Quelle solution? Réponse tout à l'heure. Enfin, aux États-Unis, l'ancien président américain Donald Trump s'est présenté aujourd'hui au tribunal de New York pour se voir notifier les motifs d'inculpation dans l'affaire des pots de vin qu'il aurait fait verser à une ex-actrice pornographique pour acheter son silence. Donald Trump a plaidé non coupable. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Abidjan abrite depuis hier, lundi 3 avril, la 14e conférence des présidents d'Assemblée et de section Afrique de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. Plusieurs pays francophones prennent part à ce grand rendez-vous interparlementaire dans la capitale économique ivoirienne et ils planchent sur la paix, la sécurité, l'environnement et le développement. Le reportage est signé Moussa Kounati. 14e réunion des présidents d'Assemblée et section Afrique de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. Les parlementaires des États francophones sont réunis à Abidjan, la capitale économique, pour une fois de plus échanger sur les questions de sécurité et de développement. Nous continuons de suivre avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation politique dans la zone sahélo-saharienne. Les événements récents dans cette zone touchent plusieurs pays dont les parlements sont membres de notre Assemblée. Il s'agit là d'un défi pour la communauté francophone. Démontrer qu'elle a toute sa légitimité lorsqu'elle est appelée à intervenir sur des enjeux de démocratie, de droits de l'homme et surtout de paix. L'APF, organe consultatif de l'Organisation internationale de la francophonie. L'institution souhaite donc une meilleure coopération interparlementaire pour relever les nombreux défis. L'APF doit être, et le fera avec efficacité, présent sur tous les grands théâtres où des difficultés se présentent et où la médiation de parlementaires est nécessaire. Vous connaissez tous ces théâtres-là, je ne vais pas citer les situations, mais nous pouvons tous intervenir beaucoup plus fortement et beaucoup plus efficacement que ça ne l'est aujourd'hui. Cette 14e conférence des parlements des États francophones réunit une vingtaine de présidents d'institutions parlementaires de différents pays. Une présence remarquable dont se félicite Adama Bictogo. Le président de l'Assemblée nationale appelle à plus de dynamisme dans les initiatives. Nous devons donc, par cette grande force que nous représentons, revisiter donc les textes de l'APF pour que l'APF devienne donc pas seulement un moyen de rencontre, mais qu'au lendemain de nos rencontres, nous puissions élaborer une matrice d'action qui, au bout, fait de l'APF un vrai instrument de rapprochement. Et je voudrais donc que l'APF, justement, puisse être le support, le vecteur par lequel les peuples qui composent cet espace se rapprochent encore plus davantage. En sa qualité d'ancien président de l'APF, le président Adama Bictogo reçoit la distinction de Grand Croix de l'Ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. La présidente de l'Assemblée nationale française à la tête d'une forte délégation du Parlement de France était face aux auditeurs de l'Institut de formation politique Amadou Gon-Coulibaly et c'était un échange d'expériences entre parties prenantes. Les participants ont pu s'imprégner des enjeux et spécificités du travail parlementaire. Seulement Denis Songui et Franco Adio, le reportage. Présidente de l'Assemblée nationale française, Yael Braun-Pivet, est dans les locaux de l'Institut de formation politique Amadou Gon-Coulibaly au programme Rencontre avec les auditeurs,
et entretien autour de son parcours. Nous nous engageons en politique parce que nous poursuivons un objectif qui est bien plus grand que nous, qui est un objectif que nous partageons tous, quelles que soient nos opinions politiques. Nous poursuivons un objectif d'intérêt général. Et cet engagement politique à la poursuite d'un intérêt général est une action qui ne se déroule pas pour soi-même, mais pour autrui. Abordant les questions en rapport avec les activités parlementaires et le genre, Yael Brown-Pivet exhorte la junta féminine à faire preuve d'audace. Notre Assemblée est capable de se rassembler, mais effectivement, il arrive qu'il y ait besoin d'utiliser un outil constitutionnel pour pouvoir passer une réforme qui est une réforme dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle est compliquée. Pour faire avancer la parité, il faut une volonté des partis politiques, mais ça ne suffit pas. Il faut des femmes candidates, il faut des femmes qui se lèvent et qui disent « je me sens concernée, je veux m'engager et je me présente à une élection ». Initiateur de cette plateforme d'échange, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique PCA de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. L'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly a voulu profiter de la présence de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de France pour organiser un panel de discussion sur son parcours inspirant, sur le travail parlementaire, sur l'engagement des femmes en politique. Et c'est toujours dans la continuité du renforcement des capacités de nos auditeurs. C'est sur invitation d'Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, que Yael Brown-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, est à Abidjan. Et autre bonne pratique à promouvoir, l'écoute des besoins des populations. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, affiche clairement son ambition. Elle a procédé justement ce matin à la remise de bornes tactiles aux préfets de région et des lettres de mission aux inspecteurs de l'observation et du service public. Ces outils vont permettre aux utilisateurs de recueillir les préoccupations des usagers et mesurer leur niveau de satisfaction. Grâce Kando. 55 bornes tactiles remises aux préfets de région et aux points focaux de quelques ministères techniques, ainsi que des lettres de mission aux superviseurs de l'Observatoire du service public OSEP. Les bornes tactiles vont permettre de collecter les préoccupations des usagers clients, mais aussi de mesurer leur niveau de satisfaction. Cet outil, pour nous, est extrêmement important parce que l'objectif final pour l'administration publique, pour la fonction publique, c'est la satisfaction des besoins des usagers, la satisfaction des besoins des populations. Donc, cet équipement nous permettant de recueillir leurs attentes nous aidera à pouvoir adresser efficacement leurs préoccupations. 34 cellules focales seront redéployées dans les régions. Ces cellules focales seront gérées par des superviseurs qui seront chargés de promouvoir l'OSEP et ses missions, ainsi que la stratégie de digitalisation de notre administration en mode conduite de changement dans les localités, notamment dans les régions. De mener des actions d'autosaisine relativement à des dysfonctionnements et ou à de bonnes pratiques, ou je dirais pratiques prometteuses du service public. La ministre de la fonction publique invite les utilisateurs à être à la hauteur des attentes des usagers clients. Je vous invite à nous soutenir dans cette vision, celle de répondre avec célérité aux besoins de nos concitoyens. La satisfaction des usagers de nos services publics doit être le moteur de toutes nos actions. La collaboration est une nécessité et elle est notre force commune si nous agissons de concert. L'un des défis importants de l'Observatoire du service public reste le rapprochement des populations de ces services sur l'ensemble du territoire national en vue du renforcement de leur proximité. Et je vous conduis à l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africain à Treichville qui vient d'abriter un atelier de redynamisation et de création des filières professionnelles. Les étudiants diplômés de l'UFR de sciences de la vie et de la société ont été instruits sur le marché de l'emploi. Les recettes pour leur insertion leur ont été communiquées.
Professionnaliser les formations universitaires. Le besoin est réel pour les sciences de l'homme et de la société. La vision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est de mettre en place des filières professionnelles. Nous avons longtemps fonctionné avec les filières classiques. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'État seul ne peut plus employer les étudiants que nous formons. Il était pour nous important de mettre en place ces nouvelles filières de formation. Un atelier de réflexion pour donner plus de chances sur le marché de l'emploi aux filières comme la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, la géographie et la psychologie. Aujourd'hui, il faut dire que la science doit féconder le développement. Il ne peut pas y avoir de développement sans l'expertise scientifique. Et donc aujourd'hui, les formations que nous faisons doivent pouvoir être opérationnelles sur le terrain. C'est pourquoi, à côté des filières classiques que nous avons qui conduisent au doctorat, il est important qu'il y ait aussi ce qu'on appelle des filières professionnalisées. Nous avons une UFR qui a de gros effectifs et donc évidemment, vous pouvez imaginer que la question de l'employabilité se pose avec beaucoup d'acuité. La dynamisation des filières ouvertes sur la profession, sur l'employabilité, est une opportunité. Face aux stéréotypes de manque de débouchés autour de ces filières, cette professionnalisation est comme une bouffée d'oxygène pour les étudiants. C'est un peu plus théorique ce que nous faisons à l'UFR, créer ces outils de professionnels. Je pense que c'est quelque chose de bénéfique pour nous les étudiants de l'UFSHS, sachant que réellement, quand on va finir ces formations, on aura moins de chute. C'est une cartographie d'une 50aine de filières professionnelles qui est proposée. Des filières contenant beaucoup plus de technicité, aboutissant à des débouchés dans les domaines comme l'environnement, la santé et les ressources humaines. Voilà, reportage réalisé pour vous et pas sèche, pas comme Didier Nguessan. Le gouvernement est solidaire des populations du village de Zokolilié dans la sous-préfecture de Lakota. La forte pluie suivie de vents violents a causé des dégâts. Les familles sinistrées ont reçu la visite de la ministre Miss Belmondo Dogo. L'émissaire du gouvernement leur a fait des dons d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA. Michel Mambo. Zokolilié, dans la sous-préfecture de Lakota. Le village a vu le 4 mars dernier plusieurs de ses infrastructures, établissements scolaires, cantines, centres de santé et habitations, 354 au total, décoiffés par une forte pluie. Le 9 mars, le village recevait la visite de la ministre de la Solidarité, venue constater l'ampleur des dégâts et apporter la compassion du gouvernement. Après son départ, chose promise, chose due, Miss Belmondo Dogo est de retour à Zokolilié, cette fois porteuse d'un important don de vivres, de non-vivres et de numéraire, l'assistance du gouvernement aux sinistrés. Merci aux fils et aux filles de Zokolilié pour la chaîne de solidarité. Parce qu'en réalité, ce que le gouvernement veut, en réalité, ce que le président de la République attend de chaque Ivoirien, c'est ce que vous venez de faire, créer cette chaîne de solidarité. Que ces dons puissent aller aux ménages les plus pauvres, à ceux qui en ont réellement besoin. Un don qui vient à point nommé selon les élus, cadres, guides religieux et leaders communautaires, eux qui, dès les premières heures, se sont mobilisés. Qu'il me soit donc permis de relever le grand satisfecit de nos parents qui ont vu vers eux la République toute entière suite au sinistre dont ils ont été l'objet. Si, comme le dit l'adage populaire, il est vrai que c'est dans les problèmes que l'on connaît ses vrais amis. Madame le ministre, par cette double visite, vous démontrez aux populations de Lakota que Monsieur le Président de la République, que Monsieur le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement ne tourneront jamais le dos aux populations du département de Lakota. Dans la tourmente qui s'est abattue sur ce village, vous êtes le visage de l'apaisement et de l'espoir. Pour nous désormais, il n'est plus question de chercher l'ange gardien ou le bon samaritain. Nous avons trouvé en vous. Merci, Madame. Le don du gouvernement, estimé à plus de 50 millions de francs CFA, devrait contribuer à redonner vie au village.
On en arrive à notre dossier Éco Plus de ce 20h. On évoque ce soir la pisciculture. Nous irons donc dans le Haut-Sassandra où les acteurs s'attellent à relever le défi de la productivité. La région abrite de nombreuses associations de pisciculture. Elles œuvrent au quotidien pour ravitailler les membres locaux en poissons. Mais que de difficultés pour accéder aux intrants de qualité. Et ce n'est pas tout. Il y a également le coût élevé des alevins. Pour autant, ces soucis n'altèrent pas du tout leur détermination. Les pisciculteurs continuent de se battre pour professionnaliser le secteur. Vouloir ses pouvoirs, dit-on. Leur volonté et leur courage finiront certainement par payer. Le dossier Éco Plus est signé Eugène Atobé. Dans le campement de Mebo, au milieu de vastes champs de cacao et de véa, ils se sont retrouvés en réponse à l'appel de leur président. Ce sont les membres de la coopérative des pisciculteurs de Zoukougbe, chef-lieu de département dans la région du Haut-Sassandra. En seulement 2 ans d'existence, 6 sections ont été installées. Chaque pisciculteur, pour ses débuts, bénéficie d'un système d'aide et assistance mis en place par la coopérative. Dans la pisciculture, personne ne peut le faire seul. Il faut le faire en groupe. C'est une opportunité puisque j'ai vu des gens qui ont déjà vendu. Et moi aussi, pourquoi pas moi aussi? Pendant le groupe d'entraide, il n'y a pas de retour sur investissement. La seule chose qu'on demande aux pisciculteurs, c'est de nous donner à manger quand on vient sur son étang. Quand la coopérative vend le poisson du pisciculteur, la coopérative a 10% sur la production du pisciculteur. L'idée d'entraide permet aux pisciculteurs de Zoukougbe de minimiser les coûts de production depuis l'aménagement des étangs jusqu'aux intrants. Une solidarité grâce à laquelle ils ne regrettent pas d'avoir opté pour cette activité dans une région où le cacao et les véa restent le centre d'intérêt. Cet après-midi, Amadou, pisciculteur depuis 1 an, rejoint les autres membres de la coopérative sur l'exploitation d'un des leurs. Un agent d'encadrement de la NADER y est présent pour conseil. C'est que les aliments donnés aux poissons sont dans la majorité des cas des sous-produits agricoles. Les simples sous-produits agricoles, eux seuls ne peuvent pas permettre d'atteindre ces 2 poissons au kilo. Donc c'est d'utiliser l'aliment composé ou l'aliment industriel qui est déjà fabriqué par les industriels. On essaie de faire les moyens de bord, c'est-à-dire avec la farine basse, le son des blés. Mais on attend de réfléchir à ce niveau aussi, comment on peut trouver une société ou bien un groupe qui a peut-être les aliments. Travailler avec les moyens du bord, mais rester ouvert au conseil pour les bonnes pratiques. C'est dans ce contexte que les pisciculteurs de Zoukougbe mènent leurs activités. Les poissons prêts à la commercialisation sortent des étangs mieux nourris. 2 poissons au kilogramme contre 4 ou 5 auparavant. Mais la production reste encore en deçà du potentiel et des objectifs, respectivement 500 et 100 tonnes de poissons par an. Ce sont essentiellement des tilapias, des silures, des carpes et des poissons du Cameroun. De plus, il n'y a pas un circuit de commercialisation qui permette à la coopérative de tirer le meilleur profit du peu que les pisciculteurs produisent. Les poissons achetés bord étang et revendus sur le marché par les marailleuses perdent d'emblée leur origine, faute d'une stratégie de valorisation des poissons issus de la pisciculture. À la vérité, les marailleuses ne révèlent pas leur vraie origine. Elles font croire à leur clientèle que ce sont les poissons en provenance de Guessabo au lieu de pêche sur le fleuve Sassandra. Non, elle nous dit que c'est le poisson de Guessabo. Bon, on va acheter. Les femmes qui viennent payer, eux ils demandent si c'est pour spiculture ou bien c'est pour Guessabo. Le prix de Guessabo et puis le prix de spiculture, ce n'est pas la même chose. Parce que pour Guessabo est doux. Nous demandons à ces femmes-là qui ont été formées pour qu'ils puissent vendre des poissons de leurs maris pour pouvoir les débarrasser de cette mauvaise attitude qui est entre les marailleuses et nous les producteurs du poisson. D'une localité à une autre, les difficultés, préoccupations, besoins et attentes se répondent. Comme ici, dans cette ferme agro-piscicole à Kramoa, village de la commune de Daloa. Ce sont 3 hectares de bas-fonds qu'exploite Chekna Maïga. Seulement 2 à 2,5 tonnes de poissons sont vendus par cycle pour des étangs
pouvant contenir 100 000 alevins. La cause de cette sous-production, la difficulté à se procurer les intrants de qualité pour mieux nourrir les poissons. On n'a pas de subvention, on n'a pas d'aide. On est obligé d'aller nous-mêmes avec nos fonds. On a vraiment besoin de soutien. Nous avons émis une réflexion sur un projet qu'on a appelé Programme Alevin Aliments de qualité. Nous irons au niveau des écloseries pour signer des partenariats et au niveau aussi des industries pour l'aliment. À Daloa, les pisciculteurs se sont regroupés pour créer l'Union régionale des aquaculteurs du Haut-Sassandra, une fêtière de 6 coopératives dont l'objectif est de valoriser et de professionnaliser la pisciculture, secteur dans lequel exercent 875 acteurs intégrant toute la chaîne de valeur. Face aux difficultés à obtenir les intrants, certains fermiers produisent sur place des alevins, à l'exemple de Fertico, ferme Thiro du centre-ouest. Une technicité dont peuvent profiter les autres pisciculteurs pour leurs besoins en alevins. Moi, je recommande tous ceux qui ont des petits étangs, 1 étang, 2 étangs, ils sont obligés d'acheter des alevins avec les fermes sébancières. Maintenant, lorsque tu as l'ambition d'aller plus loin, avoir une grande ferme où tu vas produire près de 50 000 alevins, moi je conseille plutôt aux pisciculteurs eux-mêmes de faire ça, de produire les alevins. En moins de 3 mois, ils peuvent avoir les 50 000 alevins. Ça leur permet de réduire les charges. Le système de production d'alevins de la ferme Thiro ne peut satisfaire la clientèle. La forte demande des pisciculteurs, ceux de Daloa comme ceux de Zoukoubou. C'est ici, dans cette écloserie, à l'entrée de la ville de Gonaté, sur l'axe Daloa-Boiflé, qu'ils viennent ravitailler. 2 souches, l'une brésilienne et l'autre dite Boaké, sont disponibles. Au bout de 3 mois, grâce à la méthode d'inversion sexuelle, les alevins sont disponibles, vendus 50 francs CFA l'unité pour un poids de 3 grammes. Cette écloserie est la seule dans toute la région du Haut-Sassandra à fournir aux pisciculteurs les alevins qui vont ensuite peupler les étangs piscicoles. La méthode de nourrissage, les méthodes de production sont les méthodes les plus archaïques. J'utilise la farine basse de riz, j'utilise les sons de riz et certains même, ils mettent des alevins et puis ils abandonnent, là ils laissent pour que la nature nourrisse leurs poissons et puis à la fin de l'année, ils viennent faire des récoltes, mais vraiment de très très maigres récoltes. Donc le souhait, c'est que vraiment les décideurs puissent vraiment nous appuyer au niveau de la région pour rendre plus dynamique la filière aquacole en Côte d'Ivoire. Grâce à un partenariat signé entre l'Union régionale des aquaculteurs du Haut-Sassandra et l'écloserie de Gonaté, le besoin en alevins des pisciculteurs est une question en partie réglée. Reste celle des aliments composés ou industriels, dont le prix, selon les pisciculteurs eux-mêmes, a connu une montée en flèche. Le cœur à l'ouvrage, ils demandent un accompagnement de l'État pour le développement de l'activité, dans une perspective d'autosuffisance en poissons dans la région du Haut-Sassandra. Voilà, et seul le travail paye. Espérons donc que la cause des pisciculteurs sera entendue. C'était le dossier EcoPlus signé Eugène Atoubé. Le Conseil régional du Go poursuit ses actions de développement. Récemment, donc, cette collectivité décentralisée a érigé une nouvelle brigade de gendarmerie à Serio en vue de mieux assurer la sécurité des populations de ce village du département de Gagnoa. Et notez que le nouvel édifice a été mis en service par le 3e vice-président du Conseil régional, Sawé Bizier. Reportage signé pour vous Dogado Dogui, Aïpe Gagnoa et Mama Traoré de RTI 1. Après 52 km de distance, la délégation du Conseil régional du Gor, conduite par le 3e vice-président Sawé Bizier, arrive dans le village de Serio. Elle vient pour remettre les clés du tout nouveau poste de gendarmerie de cette sous-préfecture. D'un coût de plus de 27 millions de francs CFA, les nouveaux locaux de la gendarmerie de Serio comprennent 5 bureaux et autant de chambres de détention, ainsi qu'une grande salle, assez confortable pour remplacer valablement l'ancien poste que voici, devenu vétuste. Au nom du commandant de compagnie de la gendarmerie de Gagnoa, le MDL-chef Roland Guessan assure que tout sera fait pour que la population vive en tranquillité et en sécurité.
Avant même qu'on ne construise le poste de gendarmerie, le bureau de gendarmerie, nous avions déjà construit un collège de proximité. Nous avions fait la clôture du centre de santé. C'est dire qu'ils ne sont pas oubliés. Le troisième vice-président du conseil régional du Gor rassure les populations que le nouvel édifice sera doté d'une clôture, comme le prévoit le budget 2023. Voilà, et nous sommes mardi aujourd'hui, c'est un mardi saint pour l'Église catholique qui a célébré la messe chrismale. C'est une cérémonie au cours de laquelle l'évêque consacre, entre autres, les huiles. Ces huiles serviront pour les baptêmes célébrés lors de la vigile pascale et tout au long de l'année liturgique. On en sait plus avec notre reporter Logoriti. Mardi saint. À l'instar des 15 diocèses de Côte d'Ivoire, celui de Grand Bassam a célébré la traditionnelle messe chrismale à la paroisse Sainte-Anne de Port-Boué. Célébration au cours de laquelle l'évêque bénit l'huile des malades, celle des catéchumènes et consacre le Saint-Crème qui sert pour les sacrements à caractère indélébile, notamment le baptême, la confirmation, le sacrement de l'ordre et la consécration des églises. C'est la consécration de ces huiles par l'Esprit Saint qui fait la différence entre ces huiles et les autres. Donc la bénédiction des huiles est un signe même de la présence de Dieu parmi son peuple. L'engagement qu'on prend signifie qu'on se soumet à l'Esprit Saint pour que l'Esprit puisse continuer son œuvre. Voilà le sens du renouvellement des promesses et des engagements. Au cours de cette messe chrismale, les prêtres renouvellent leur engagement sacerdotal. Cette messe est le signe de l'unité de l'Église diocésaine autour de l'évêque. Ça doit avoir lieu normalement le jeudi matin, mais compte tenu de plusieurs réalités pastorales, les grandes distances et tout ça, on ramène cette célébration-là le mardi au matin. C'est un renouvellement qui appelle à nouveau la grâce du Seigneur sur chacun de nous pour que le sacerdoce qui nous a confié comme service de Dieu, service des hommes, soit toujours efficace. C'est une occasion pour faire un petit bilan de sa mission en tant que prêtre. C'est toujours une joie de redire sa fidélité, de redire son envie de servir le Christ à travers son Église. La célébration a rassemblé les fidèles venus de toutes les paroisses du diocèse de Grand Bassam. Après la messe chrismale, le jeudi saint, les fidèles vont vivre la Sainte Seine qui consacre l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Autre temps fort du jeudi saint, le lavement des pieds, signe d'humilité qui rappelle l'abaissement du Christ. Voilà, reportage réalisé pour vous par Logoriti et Michel Mambo, chrétiens musulmans, jeunes en ce moment et pris pour leur pays, la Côte d'Ivoire et la solidarité se portent au mieux. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, solidaire de la communauté musulmane de sa région. En cette période de jeûne du Ramadan, il a fait un important don en vivre à Ouangolo-Dougou. Les bénéficiaires saluent cette action. Kader Sogodogo. Ouangolo-Dougou, permanence du député Traoré Drissa. Des tonnes de riz et de sucre. C'est un don du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. C'est sa contribution en cette période de jeûne du Ramadan. C'est une tradition pour le ministre d'État, ministre de la Défense. À cette période, il fait parler son cœur en donnant plusieurs tonnes de vivres. Nous voulons lui traduire notre infinie gratitude. Les populations de Ouangolo-Dougou restent reconnaissantes à leurs bienfaiteurs. C'est des dons qui portent un message très fort. Alors pour cela, je voudrais dire merci d'abord à Monsieur le Président de la République, ensuite à Monsieur le Président du Conseil régional. Comme chaque année, les populations de Kong et de Fekese-Dougou ont également bénéficié de la solidarité agissante de Téné Birahima Ouattara. Elle continue d'élever des prières pour lui et pour la Côte d'Ivoire. La solidarité est aussi manifeste dans le Poro. Le ministre directeur des cabinets du président de la République, Fidel Sarasoro, a fait don de plusieurs tonnes de vivres aux communautés musulmanes et chrétiennes de la région du Poro, et notamment à Korogo, Dikodougou et Sinématiali. Ami Sissoko pour le reportage. Ramadan, mois de jeûne mais également mois de solidarité.
Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, ne déroge pas à cette règle. Sa caravane de solidarité a sillonné la région du Poro pour offrir des vivres et du numéraire aux communautés musulmanes et chrétiennes. Des mosquées en passant par la chefferie traditionnelle et les partis politiques de Korogo, Sinématiali et Dikodougou, ce sont plus de 100 tonnes de riz, 75 tonnes de sucre et 30 tonnes de lait qui ont été distribuées. Les musulmans du Nord vraiment remercient le président et nous remercions aussi Fidel Sarasoro qui est là aujourd'hui pour partager avec nous ce que Dieu lui a facilité pour que le mois du Ramadan soit vraiment excellent. Le don nous va au cœur. Ce n'est pas la première fois que Sarasoro nous fait des dons. Il nous a déjà donné un moteur qui nous fournit de l'électricité en cas de coupure, en cas de rupture de l'électricité. Donc vraiment, on le remercie. Et on souhaite aussi longue vie à Alassane, auprès duquel il travaille. Cette période est une période de solidarité, une période de prière, une période de recueillement. Cette solidarité, il a train de la marquer un peu partout avec ses populations, avec ses parents, avec ses mamans. Le ministre Fidel Sarasoro, qui n'est pas à son premier geste dans la cité du Poro, inscrit cette action de portée spirituelle dans un contexte de partage et de générosité. Il a traduit à chaque étape le soutien du chef de l'État Alassane Ouattara aux populations, avant de les inviter à intensifier leurs prières pour lui et pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est un mois de partage. Nous sommes là pour recueillir les bénédictions de nos imams, pour que notre pays soit en paix, pour que les Ivoiriens vivent en paix, pour que notre président, le président Alassane Ouattara, puisse avoir toujours la sagesse, la force, et pour diriger notre pays vers des lendemains encore plus heureux. Donc les imams nous ont gratifié de grandes bénédictions, de prières, et je suis sûr que Dieu acceptera toutes ces prières, toutes ces bénédictions. En plus des dons de vivres et du numéraire, le ministre Fidel Sarasoro a offert plusieurs ruptures collectives dans le Poro à laquelle musulmans et chrétiens ont pris part. Cette tournée de solidarité auprès de communautés se poursuivra jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Et l'heure est aussi à la solidarité à Abidjan. Ce mardi, à l'espace Canal au Bois de Trècheville, s'est déroulée la cérémonie de remise de vivres à la communauté musulmane du district d'Abidjan. Il s'agit de plus de 212 tonnes de vivres. Cette action sociale est l'œuvre du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. Davis Oyo, Jamayayi. Plus de 212 tonnes de vivres, composées de 2941 sacs de riz, 3538 sacs de sucre et 7076 cartons de boîtes de lait pour accompagner la communauté musulmane dans ce mois de piété, de pardon et de partage. Un geste du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, au nom du président de la République. Monsieur le ministre-gouverneur, nous vous disons infiniment merci. Chaque année, à la même période, vous apportez votre soutien moral, spirituel et d'importants dons, en vivre et en non-vivre, à la communauté musulmane du district autonome d'Abidjan, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Aussi, faut-il ajouter à cet acte moral le pèlerinage à la Mecque. Cette année, le mois de Ramadan coïncide avec la fin du carême chrétien. La communauté catholique et les autres confessions religieuses ont également reçu des kits en vivres des mains du ministre-gouverneur. Au nom de toutes les confessions religieuses, et à travers vous, remercier son Excellence le Président de la République. 80% des populations ivoiriennes, ce sont des chrétiens et des musulmans. Ce sont ces 80% qui, depuis le 23 mars, jeune. Cette action de Robert Begré-Mambé s'inscrit dans l'élan de solidarité institué par le gouvernement. Nous agissons au nom du président de la République. Cela nous réjouit de pouvoir le faire, d'autant plus que la solidarité est l'expression d'une maturation spirituelle, intellectuelle et sociale aussi. Parce que si on arrive à jouer la carte de la solidarité, alors on a avancé. Coût des vivres offerts à la communauté musulmane
et aux différentes confessions religieuses, 258 millions de francs CFA. Et on va terminer par les États-Unis d'Amérique, où l'ancien président américain Donald Trump, soutenu par ses partisans, s'est présenté ce mardi au tribunal de New York pour se voir notifier les motifs d'inculpation dans l'affaire des pots de vin qu'il aurait fait verser à une ex-actrice pornographique pour acheter son silence alors qu'il était candidat à la présidentielle. Donald Trump a plaidé non coupable et a jugé surréaliste d'avoir à comparaître devant la justice à New York, une première pour un ancien locataire de la Maison-Blanche. Voilà, fin de ce 20h, mais ne décrochez surtout pas après ce journal. Donc, vous aurez votre émission RTI 1 reçoit le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Mamadou Touré sera sur le plateau avec Hamza Diaby et Adama Koné. Les échanges porteront sur le thème 2023, année de la jeunesse. Quel programme pour une jeunesse résiliente? À suivre donc sur RTI 1. Passez une très belle soirée. Et moi, je vous retrouve avec le même bonheur demain à la même heure, 20h.